Personne au village de Kosodo n'avait prévu que le jour des 16 ans de Yaya serait celui où les miroirs se mettraient à pleurer du sang. Personne n'avait imaginé qu'une fille si ordinaire, si humaine en apparence, porterait en elle le sceau d'une malédiction vieille de cette génération. Et surtout, personne, pas même Yaya elle-même, n'aurait pu deviner que sa mère, cette femme qui l'avait bercée chaque soir en fredonnant des mélopées douces, n'avait jamais appartenu au monde des vivants. Mais ce matin-là, quand Yaya se regarda dans le petit miroir fissuré accroché au mur de banco de leur case, ce ne fut pas son visage qu'elle vit. Ce fut celui d'une créature aux yeux vides comme des puits sans fond, à la peau translucide laissant deviner un réseau de veines argentées, aux cheveux qui ondulaient comme des serpents aquatiques. Et dans ce reflet impossible, elle entendit pour la première fois cette voix qui n'était pas la sienne mais qui résonnait pourtant dans sa poitrine, « Bienvenue à la maison, fille de la rivière ». 3 questions la paralysèrent instantanément. Qui était-elle vraiment? Qu'était devenue sa mère biologique? Et pourquoi, au même instant où elle découvrait son reflet monstrueux, tous les nouveau-nés du village se mirent à hurler en chœur, comme si une main invisible leur tordait le cœur? Le marché de Kosodo s'éveillait avec la même langueur que depuis des siècles. L'odeur du poisson fumé se mêlait à celle du beurre de karité frais, tandis que les vendeuses de tissus bogolan déployaient leurs étoffes aux motifs géométriques sous les premières lueurs dorées de l'aube. Yaya aimait ce moment où la poussière rouge de la terre dansait encore dans l'air, avant que la chaleur du jour ne vienne tout écraser. Elle marchait entre les étals avec sa calebasse sur la tête, saluant chaque commerçant d'un sourire timide. À 16 ans, Yaya était ce qu'on appelait une « fille bien », ni trop belle pour attirer les jalousies, ni trop laide pour être ignorée. Ses cheveux nattés en cauris dessinaient des motifs complexes sur son crâne, et sa peau d'ébène luisait sous une fine couche de sueur matinale. Elle portait un pagne jaune safran que sa mère avait teint elle-même, utilisant des techniques que personne d'autre au village ne maîtrisait. « Yaya! Yaya, ma petite » l'interpella tante Aminata, la doyenne des vendeuses de légumes, dont les gencives édentées se révélaient à chaque sourire. « Viens voir ces tomates. Je les ai gardées pour ta mère. Dis-lui que je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait pour mon petit-fils. » Yaya prit les tomates avec gratitude. Sa mère, Mami Wata, un prénom étrange que personne ne questionnait jamais, était la guérisseuse du village. Les gens venaient de loin pour ses décoctions miraculeuses, ses massages qui chassaient les douleurs les plus tenaces, ses paroles qui apaisaient les cœurs brisés. Mais elle était aussi étrange, cette mère. Elle ne sortait jamais en plein soleil, prétextant une sensibilité de la peau. Elle ne se baignait jamais dans la rivière avec les autres femmes, disant qu'elle préférait l'intimité du puits derrière leur case. Et surtout, elle refusait catégoriquement d'être photographiée ou de se regarder dans un miroir. Les miroirs volent l'âme, disait-elle à Yaya avec un sérieux troublant. Promets-moi de ne jamais trop tigrer qu'attarder. Yaya avait 2 amis proches, Kofi, le fils du forgeron, un garçon taillé comme un baobab avec des mains déjà calleuses à 15 ans, et Salimata, la fille du griot, dont la langue acérée et l'esprit vif faisaient d'elle la source de tous les ragots du village. Ce matin-là, alors que Yaya revenait du marché, il l'attendait près du grand fromager qui marquait l'entrée de sa concession. « Tu as entendu » chuchota Salimata, ses yeux brillants d'excitation morbide. 3 vieillards sont morts cette nuit. Dans leur sommeil. Sans raison. Mon père dit que leur visage était figé dans une expression de terreur absolue. Kofi fronça les sourcils, faisant rouler ses épaules massives. Mon père dit que c'est la saison. Les ancêtres sont agités. Il a vu des signes dans les braises de la forge, des formes qui ne devraient pas exister. Yaya sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, comme si quelqu'un avait marché sur sa tombe. Sans comprendre pourquoi, elle regarda vers sa case et vit sa mère sur le seuil, immobile, la fixant avec une intensité qui la glaça. Même à cette distance, elle pouvait sentir quelque chose d'étrange dans ce regard, une profondeur qui n'appartenait pas à ce monde. Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, Yaya remarqua que sa mère ne projetait aucune ombre à la lueur du feu. Le lendemain était le jour maudit, celui des 16 ans de Yaya, l'âge où les filles de Kosodo devenaient des femmes. Sa mère avait préparé un festin modeste, du riz au gras, du poulet yassa, et cette boisson sucrée aux fleurs d'hibiscus que Yaya adorait. Mais l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension électrique que même les insectes semblaient ressentir. Ils ne chantaient plus. « Ma fille » commença Mami Wata d'une voix plus grave que d'habitude, « aujourd'hui, tu franchis un seuil.
Certaines vérités ne peuvent plus être cachées. Elle sortit alors de son boubou un petit miroir rond, encadré de cauris et de perles anciennes. Les mains de Yaya tremblaient en le prenant. Le métal était étrangement froid, presque douloureux à toucher. Ne crie pas, quoi que tu vois, murmura sa mère. Ce que tu vas découvrir fait partie de toi depuis toujours. Le nier ne servirait à rien. Yaya porta le miroir à son visage. Le monde bascula. Ce n'était pas elle dans le reflet. Ou plutôt, c'était elle, mais une version qui ne devrait pas exister. Sa peau n'était plus d'ébène mais translucide, révélant un réseau de veines argentées qui pulsaient d'une lumière froide. Ses yeux n'avaient plus de blanc, seulement un noir absolu où brillaient des étoiles minuscules. Ses cheveux n'étaient plus des nattes sages mais une masse ondulante qui se mouvait indépendamment de sa volonté, comme des algues sous l'eau. Et sa bouche, quand elle l'ouvrit de stupeur, elle vit des rangées de dents fines et acérées comme celles d'un poisson-chat géant. « Qu'est-ce que je suis ?» Le cri lui échappa, rauque, presque inhumain. Mami Wata s'agenouilla devant elle. Et là, devant les yeux horrifiés de Yaya, sa mère se transforma. Sa peau devint écailleuse, iridescente, ses jambes fusionnèrent en une queue puissante couverte de plaques argentées, ses bras s'allongèrent démesurément. Elle était devenue une créature aquatique à l'élégance terrifiante, une Mami Wata, esprit de la rivière, déesse des eaux profondes. « Je suis une gardienne des mondes aquatiques, » dit-elle avec une voix qui résonnait comme le courant d'une cascade. Il y a 16 ans, j'ai émergé des profondeurs pour accomplir une mission, porter un enfant mi-humain, mi-esprit. Toi, Yaya. Tu es le pont entre nos deux mondes. Pourquoi ? Le mot sortit comme un sanglot. Pourquoi moi ? Qui est mon père ? Le visage de Mami Wata se durcit. Ton père était le chef du village précédent, avant Kosodo. Un homme bon qui a fait un pacte avec les esprits pour sauver son peuple d'une sécheresse mortelle. En échange, il devait donner sa première fille aux eaux. Mais il est tombé amoureux de moi. Nous avons rompu le pacte. Et maintenant ? Un coup de tonnerre déchira le ciel pourtant sans nuages. Maintenant, le pacte réclame son dû. À minuit, lors de la prochaine lune noire, les eaux viendront te chercher. Elles noieront tout Kosodo pour t'emmener. À moins que... À moins que quoi ? À moins que tu n'acceptes volontairement de descendre dans les profondeurs et de devenir ce que tu es vraiment, une gardienne des équilibres, une juge des âmes perdues en mer. Mais si tu choisis cette voie, tu ne seras plus jamais humaine. Tu oublieras ton nom, ton passé, tout ce qui te rattache à ce monde. Yaya tomba à genoux. Le miroir glissa de ses mains et se brisa en 7 morceaux. À l'instant même, les 7 puits de Kosodo se mirent à déborder simultanément, inondant les ruelles de boue sanglante. Le compte à rebours venait de commencer, 3 jours avant la lune noire. Le village sombra dans une panique froide. L'eau des puits débordait sans discontinuer, charriait avec elle des choses impossibles, des poissons morts aux yeux encore ouverts, des algues noires qui se tortillaient comme vivantes, des statuettes anciennes que personne n'avait jamais vues. Le marabout du village, El Hadj Mamadou, un homme dont la barbe blanche touchait presque le sol, vint inspecter les lieux. « C'est une malédiction ancestrale », déclara-t-il après avoir consulté ses cauris. « Quelqu'un a rompu un pacte avec les esprits des eaux. Le village tout entier va payer si nous ne trouvons pas le coupable. » Yaya se cachait dans sa case, terrorisée. Mami Wata était partie, retournée aux profondeurs pour plaider ta cause, avait-elle dit avant de disparaître dans le puits familial sans même une éclaboussure. Kofi et Salimata vinrent la voir, inquiets de son absence. « Yaya, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Kofi en posant sa main puissante sur son épaule. « Tu trembles comme une feuille. » Elle voulut tout leur dire. Les mots se pressaient dans sa gorge. Mais quand elle ouvrit la bouche, seul un croassement aquatique en sortit. Elle porta ses mains à sa gorge, horrifiée, des branchies fines s'étaient ouvertes sur les côtés de son cou. « Yaya !» cria Salimata. « Tes yeux. Ils sont noirs. » La transformation avait commencé. Chaque heure qui passait, Yaya perdait un peu plus de son humanité. Ses ongles s'allongeaient en griffes transparentes. Sa peau prenait des reflets écailleux à certains endroits. Et surtout, elle entendait maintenant les voix des centaines, des milliers de voix qui montaient des profondeurs, toute l'appelant, la suppliant, la menaçant.
Un vieil homme apparut alors à sa porte. C'était Baba Kouyaté, le plus ancien griot du pays, dont on disait qu'il avait vécu 120 ans et connaissait tous les secrets des lignées royales. Son visage parchemin était parcouru de cicatrices rituelles, et ses yeux laiteux semblaient voir bien au-delà du monde visible. Enfant du pacte, dit-il d'une voix chevrotante mais autoritaire, je connais ton histoire. Je suis le dernier à savoir la vérité. Ton grand-père maternel était un roi. Il a sauvé son royaume de la famine en promettant sa fille aînée au Mamiwata. Mais ta mère est tombée amoureuse d'un humain ton père. Elle a refusé de retourner aux eaux. Les esprits ont patienté 16 ans. Maintenant, ils veulent leur dû, majorer des intérêts, toi, et les 7 âmes les plus pures du village. Comment puis-je les arrêter, supplia Yaya. Il existe une façon. Tu dois trouver le coquillage du premier serment, celui qui a scellé l'alliance originelle entre ton peuple et les eaux. Si tu le brises, le pacte sera annulé. Mais il se trouve au fond du lac sans retour, gardé par la reine des abysses, ta grand-mère. Et elle ne te laissera pas le prendre sans exiger un prix terrible. Cette nuit-là, Yaya réussit à s'endormir malgré tout. Elle rêva qu'elle nageait dans des profondeurs infinies, éclairées par des créatures bioluminescentes. Des voix chantaient en harmonie, un chant si beau qu'il brisait le cœur. Et au fond, très loin, une silhouette massive l'attendait, quelque chose d'ancien, de colossal, de fondamentalement hostile à la vie terrestre. Au réveil, elle trouva des écailles argentées sur son oreiller. Le lac sans retour se trouvait à 3 jours de marche, dans la forêt sacrée où même les chasseurs les plus braves refusaient d'aller. Yaya décida de partir seule, mais Kofi et Salimata refusèrent catégoriquement de la laisser. « Tu es notre sœur », dit simplement Kofi en chargeant sur son dos une machette et des provisions. « Si tu meurs, nous mourrons ensemble. » Le voyage fut un cauchemar éveillé. La forêt semblait vivante, hostile. Les arbres se penchaient pour les griffer, les lianes tentaient de les étrangler, et des yeux brillants les observaient depuis les sous-bois sans jamais se révéler complètement. Yaya sentait sa transformation s'accélérer, ses pensées devenaient plus froides, plus calculatrices, moins humaines. Elle commençait à voir les autres comme des proies potentielles. La deuxième nuit, Salimata fit une confession terrible. Mon père m'a dit quelque chose avant notre départ. Il dit que tu es celle de la prophétie. Celle qui peut devenir soit la plus grande protectrice des hommes, soit leur extinction. Les esprits des eaux ont prédit qu'une enfant mi-humaine, mi-divine viendrait, et que son choix déterminerait si les deux mondes continueraient à coexister ou si les eaux engloutiraient toute la terre. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, cracha Yaya, sa voix désormais double la sienne et celle, plus profonde, de sa nature aquatique. Parce que je voulais que tu restes mon ami. Pas une déesse, pas un monstre. Juste Yaya. Cette nuit-là, un groupe de bandits les attaqua. Mais avant que Kofi ne puisse dégainer sa machette, Yaya se transforma. Sa rage explosa dans une démonstration de force surnaturelle. Elle les repoussa avec des jets d'eau surgis de nulle part, leur brisant les os avec une facilité terrifiante. Quand ce fut terminé, elle se tenait debout au milieu des corps gémissants, ses cheveux serpents fouettant l'air, ses yeux vides fixant ses amis pétrifiés. « Yaya » murmura Kofi, la main sur sa machette. Elle cligna des yeux. L'humanité revint lentement dans son regard. Elle tomba à genoux, horrifiée par ce qu'elle avait fait. « Je les ai presque tués. J'ai voulu les tuer. C'était jouissif. » Kofi s'agenouilla près d'elle et la prit dans ses bras, ignorant ses protestations. « Tu es toujours Yaya. Nous ne t'abandonnerons pas. » Mais cette nuit-là, Yaya entendit Salimata et Kofi chuchoter pendant qu'ils la croyaient endormie. « Si elle devient incontrôlable, nous devrons la tuer, » dit Salimata. « Pour sauver le village. » « Je sais, » répondit Kofi, et le chagrin dans sa voix faillit briser Yaya plus sûrement que n'importe quelle transformation. Le 3e jour, ils atteignirent enfin le lac sans retour. C'était une étendue d'eau noire comme l'encre, parfaitement immobile, entourée d'arbres morts dont les branches griffaient le ciel comme des doigts squelettiques. Aucun oiseau ne chantait. Aucun insecte ne bourdonnait. Le silence était absolu, oppressant, malsain. « Il faut que je descende seul, » dit Yaya. « Non », répondirent en chœur ses amis. « Vous ne pouvez pas respirer sous l'eau. Vous mourrez. »
Salimata sortit alors une petite gourde de son sac. Mon père m'a donné ceci. Une décoction qui permet de respirer sous l'eau pendant 1 heure. C'est tout ce que nous avons. Mais c'est suffisant pour venir avec toi. Yahya voulut protester. Mais la détermination dans leurs yeux lui coupa le souffle. Elle comprit alors une vérité fondamentale, l'amitié était peut-être la seule chose capable de l'empêcher de devenir un monstre. Ils burent la décoction. Le goût était immonde, comme boire de la vase fermentée. Puis, se tenant par la main, ils plongèrent dans les eaux noires du lac sans retour. La descente fut une chute sans fin dans les ténèbres. Le monde sous-marin était un cauchemar de beauté morbide. Des palais de corail noir s'élevaient dans l'obscurité, habités par des créatures aux formes impossibles, des poissons à visage humain, des anguilles grosses comme des pythons, des méduses translucides à l'intérieur desquelles on voyait battre des cœurs encore vivants. Des jardins d'algues phosphorescentes dansaient au rythme d'un courant inexistant, et partout, astérisque, des yeux les observaient. Yahya nageait naturellement, sa queue ayant remplacé ses jambes. Kofi et Salimata luttaient pour la suivre, propulsés par un courant étrange qui semblait les guider malgré eux. Des voix chantaient dans les profondeurs, un chant hypnotique qui promettait paix, oubli, dissolution dans l'éternité aqueuse. Ne les écoutez pas, cria Yahya, sa voix portant parfaitement sous l'eau. Elles veulent vous voler votre âme. Ils descendirent pendant ce qui sembla des heures. L'eau devenait de plus en plus froide, de plus en plus pressante, de plus en plus consciente. Yahya sentait des présences massives les frôler dans l'obscurité, des choses si grandes qu'elle pouvait les avaler sans même s'en rendre compte. Finalement, ils atteignirent le fond. Un palais colossal se dressait devant eux, construit avec des ossements blancs, pas de poissons, mais d'humains. Des milliers, des millions d'ossements assemblés en une architecture cauchemardesque. Des crânes formaient les piliers, des côtes les arches, des fémurs les escaliers. Au centre du palais, sur un trône fait d'écailles de Léviathan, siégeait la reine des abysses. Elle était à la fois magnifique et terrifiante. Sa partie supérieure ressemblait à une femme d'une beauté surnaturelle, avec une peau d'un bleu profond constellée d'étoiles argentées. Mais sa partie inférieure était celle d'une pieuvre géante, avec des dizaines de tentacules couverts de ventouses dentelées qui se tortillaient sans cesse. Ses cheveux étaient des serpents de mer vivants, et ses yeux étaient des abysses dans lesquels on pouvait voir défiler toutes les noyades de l'histoire humaine. Petite fille, dit-elle d'une voix qui résonnait dans les os, tu es enfin venue réclamer ton héritage. Je ne veux pas de ton héritage, cria Yahya. Je veux le coquillage du premier serment. Je veux annuler le pacte. La reine rit, et son rire fit trembler les fondations du palais. Des bulles de sang montèrent vers la surface invisible. Tu crois pouvoir échapper à ta destinée? Tu es né du pacte. Tu es le pacte. Si tu le brises, tu cesseras d'exister. Alors je cesserai d'exister. Mais je ne laisserai pas mon village mourir à cause de moi. La reine se pencha en avant, ses tentacules se déployant comme les pétales d'une fleur carnivore. Courageuse. Stupide, mais courageuse. Très bien. Je te propose un marché. Affronte mon champion. S'il gagne, tu restes ici pour l'éternité, et tes 2 amis retournent à la surface avec leur village épargné. Si tu gagnes, je te donne le coquillage. Mais tu devras faire un choix impossible. Quel choix? Tu le découvriras si tu survis. Un des murs du palais s'ouvrit. Une créature émergea de l'obscurité, et Yahya sentit son cœur ou ce qui en tenait lieu se glacer. C'était son père. Ou plutôt, ce qui restait de lui. Un corps gonflé par des années passées sous l'eau, la peau verdâtre et putréfiée, les yeux blancs et sans vie. Mais il bougeait, animé par une force malveillante. Dans sa main se trouvait une lance d'os de baleine, et autour de son cou pendait une chaîne avec un coquillage iridescent, le coquillage du premier serment. Papa, murmura Yahya, les larmes se mélangeant à l'eau salée. Il ne peut pas t'entendre, dit cruellement la reine. Son âme est partie depuis longtemps. Ce n'est qu'une marionnette de chair morte. Mais son corps se souvient encore de toi. Se souvient de t'avoir porté bébé. Se souvient de t'avoir aimé. Cela le rendra hésitant. Toi aussi. Et dans cette hésitation, tu mourras. Le cadavre de son père attaqua. Le combat fut brutal,
désespéré. Yahya esquivait les coups de lance, ses mouvements devenant de plus en plus fluides, de plus en plus inhumains. Kofi tenta d'intervenir, mais un tentacule de la reine le projeta contre un mur. Salimata hurla son nom. Yahya comprit alors qu'elle ne pouvait pas gagner en restant humaine. Elle devait lâcher prise. Accepter complètement sa nature. Devenir le monstre. Elle ferma les yeux. Et céda. La transformation fut explosive. Son corps s'allongea, se tordit, devint quelque chose de nouveau, ni humain, ni Mami Wata, mais une fusion des deux, une créature de cauchemar et de beauté. Ses bras devinrent des lames d'eau solidifiées, ses cheveux des fouets empoisonnés, sa voix un hurlement qui fit exploser les vitres de corail du palais. Elle affronta le cadavre de son père avec une furie sauvage. Chaque coup qu'elle portait lui arrachait le cœur, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas. Quand elle arracha enfin le coquillage de son cou, le corps s'effondra, redevenant simplement un mort. Yahya tomba à genoux, serrant le coquillage contre son cœur, pleurant des larmes qui se transformaient en perles. « Félicitations, dit la reine avec un sourire cruel. Tu as prouvé que tu étais capable de tuer ce que tu aimes. Maintenant, voici ton choix, brise le coquillage et libère ton village, mais tu mourras instantanément, ton existence effacée comme si tu n'avais jamais été. Ou garde-le intact, deviens ma successeur, règne sur les eaux avec moi, et laisse ton village vivre en échange de cet sacrifice humain par an pendant l'éternité. Il doit y avoir une autre solution. Il n'y en a pas. Les pactes ont un prix. Le sang appelle le sang. L'amour exige le sacrifice. Kofi et Salimata nagèrent jusqu'à elle, brisés mais vivants. Yahya, dit Kofi doucement, quoi que tu choisisses, nous te soutiendrons. Même si je vous condamne? Même si tu nous condamnes, confirma Salimata, les larmes aux yeux. Yahya regarda le coquillage dans ses mains. Il brillait d'une lumière douce, presque vivante. Elle pouvait sentir le poids de toutes les âmes qui y étaient liées, sa mère, son père, son grand-père, et toutes les générations avant eux. Et soudain, elle comprit. Il y avait une troisième voie. Vous avez menti, dit Yahya en se relevant, sa voix désormais celle d'une déesse. Le pacte n'a jamais été entre mon grand-père et les esprits des eaux. Il a été fait entre Astérisque Voastérisque et le monde terrestre. Vous étiez banni, enfermé dans les profondeurs pour avoir tenté de noyer toute l'humanité il y a 1000 ans. Le pacte était votre prison. Ma lignée ne sont pas les débiteurs, nous sommes les astérisques gardiens astérisque. Le visage de la reine se déforma de rage. Intelligente. Trop intelligente. Mais qu'est-ce que cela change? Tu resteras prisonnière ici, comme l'ont été ta mère et toutes celles avant elle. Génération après génération, enchaînée à ce devoir. Non, dit Yahya avec un calme mortel. Le pacte dit qu'il doit y avoir une gardienne. Il ne dit pas qu'elle doit être de ma lignée. Il ne dit pas qu'elle doit être humaine. Elle leva le coquillage. Je te nomme gardienne de toi-même. Tu t'emprisonneras pour l'éternité, seule dans ses profondeurs, car c'est ce que tu mérites. Le pacte sera maintenu, mais nous serons libres. Tu ne peux pas faire ça, hurla la reine, ses tentacules se déchaînant. Je suis la reine. Je suis. Yahya brisa le coquillage. Le monde explosa de lumière. Des chaînes de lumière purent jaillir des fragments, s'enroulant autour de la reine, la tirant vers le fond de l'abîme. Elle hurla, se débattit, mais les chaînes étaient forgées de tous les pactes jamais conclus, de toutes les promesses jamais tenues. Elles étaient indestructibles. Malédiction sur Théoï, cracha-t-elle alors qu'elle s'enfonçait dans les ténèbres. Tu as brisé l'équilibre. Les eaux se souviendront. Ta descendance. Sa voix fut coupée alors qu'elle disparaissait dans un gouffre qui se refermait derrière elle. Le palais commença à s'effondrer. Kofi et Salimata attrapèrent Yahya alors qu'elle chancelait, affaiblie. La magie qui la transformait se dissipait, elle redevenait humaine, mais pas complètement. Ses yeux gardaient une lueur argentée. Sa peau conservait un léger éclat aquatique. Et dans son esprit, elle entendait encore les voix des eaux, mais douces maintenant, reconnaissantes. Ils nagèrent vers la surface à une vitesse impossible, portés par un courant bienveillant. Quand ils crevèrent enfin la surface du lac sans retour, l'aube se levait sur un monde transformé.
Le lac était devenu cristallin. Des fleurs flottaient à sa surface. Des oiseaux chantaient dans les arbres revenus à la vie. Et là, sur la berge, attendant avec un sourire triste et fier, se tenait Mami Wata. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus l'esprit tout-puissant qu'elle avait été. Ses écailles perdaient leur lustre. Ses mouvements étaient lents, épuisés. Maman? Yaya courut vers elle et s'effondra dans ses bras. Tu as brisé le pacte, ma fille. Tu m'as libérée. Mais tu as aussi brisé le lien qui me permettait d'exister entre les deux mondes. Sa voix était douce, résignée. Je vais devoir choisir. Retourner aux eaux et redevenir pleinement esprit, perdant tous mes souvenirs de toi. Ou rester sur terre et devenir pleinement humaine, mortelle, ordinaire. Alors reste, supplia Yaya. S'il te plaît, reste avec moi. Mami Wata caressa le visage de sa fille. Et c'est exactement ce que je vais faire. J'ai vécu des siècles comme immortelle. Je peux bien vivre quelques décennies comme ta mère. Le retour à Kosodo fut triomphal et amer à la fois. Les puits avaient cessé de déborder. L'eau était redevenue pure. Les villageois célébrèrent le retour de Yaya comme celui d'une héroïne, ignorant la vérité complète de ce qui s'était passé. Mais Yaya avait changé. Elle voyait le monde différemment maintenant, les couches de réalité qui s'entrelaçaient, les esprits qui marchaient invisibles parmi les humains, les pactes anciens tissés dans le tissu même du monde. Une semaine après leur retour, alors que Yaya se tenait près du puits familial, El Hadj Mamadou vint la voir. Le vieil homme la regarda longuement avant de parler. Tu as fait quelque chose que personne n'aurait dû pouvoir faire. Tu as réécrit les lois qui gouvernent notre monde. J'ai juste libéré ma famille d'une malédiction. Non, dit-il gravement. Tu as prouvé que les pactes anciens ne sont pas éternels. Que les esprits ne sont pas tout-puissants. Que même les dieux peuvent être jugés. Cela va avoir des conséquences que tu ne peux pas imaginer. Et il avait raison. Dans les semaines qui suivirent, d'étranges événements se produisirent dans toute la région. Des gens commencèrent à voir les esprits. Des pactes oubliés se manifestèrent, exigeant d'être réexaminés. D'autres créatures surnaturelles, inspirées par ce que Yaya avait fait, commencèrent à remettre en question leur propre servitude. Yaya comprit alors la véritable nature de son acte. Elle n'avait pas simplement sauvé son village. Elle avait déclenché une révolution dans le monde invisible. Mami Wata, devenue pleinement humaine, vieillissait maintenant normalement. Ses cheveux grisonnaient. Des rides creusaient son visage. Mais elle souriait plus que jamais. Elle enseignait à Yaya tout ce qu'elle savait sur les plantes, les guérisons, les vieux récits. Et parfois, tard le soir, elle posait sa main sur le cœur de sa fille et disait « Je ne regrette rien. Chaque jour avec toi vaut 1000 ans d'éternité vide. » Kofi et Salimata restèrent les plus proches amis de Yaya. Kofi devint le forgeron du village, créant des œuvres d'une beauté étrange. On murmurait qu'il forgeait avec de l'eau bénie du lac sans retour. Salimata devint griot, mais ses histoires étaient différentes de celles de son père. Elle racontait la vérité, même quand elle était douloureuse, même quand elle remettait en question les anciennes certitudes. Quant à Yaya, elle ne put jamais redevenir complètement ordinaire. Ses yeux gardaient leur lueur argentée. Dans les moments de forte émotion, des écailles apparaissaient sur ses bras. Et dans son reflet, dans tous les reflets, elle voyait toujours les deux versions d'elle-même superposées, la jeune fille humaine et la créature des profondeurs. Mais elle avait appris à vivre avec cette dualité. Elle était le pont entre les mondes, comme sa mère l'avait dit. Pas une prisonnière de cette destinée, mais son architecte. Yaya se tenait devant le même miroir fissuré où tout avait commencé, 7 ans plus tôt. Elle avait maintenant 23 ans. Son reflet montrait une jeune femme forte, marquée par ses épreuves, mais en paix avec elle-même. Dans ses bras, elle tenait un bébé, sa fille, née de son union avec Kofi. La petite avait les yeux de son père, mais quand elle pleurait, ses larmes se transformaient parfois en minuscules perles argentées. Elle sera comme moi, dit Mami Wata, devenue grand-mère, ses cheveux maintenant complètement blancs. Prise entre deux mondes. Non, corrigea doucement Yaya. Elle ne sera pas astérisque comme moi. Parce que je vais lui apprendre dès le début qui elle est. Elle n'aura pas à découvrir sa vraie nature dans la terreur et la confusion.
Elle grandira en sachant qu'elle peut être les deux à la fois, humaine et autre chose. Et que c'est une force, pas une malédiction. Elle regarda son reflet une dernière fois. La créature aux yeux vides lui sourit non plus avec menace, mais avec complicité. Elles n'étaient plus ennemies. Elles étaient une. À ce moment précis, tous les miroirs du village montrèrent la même chose, non pas des reflets, mais des fenêtres vers d'autres possibles, d'autres vies, d'autres choix. Pendant une seconde, chaque habitant de Kosodo put voir qui ils auraient pu être, qui ils pouvaient encore devenir. Puis les reflets redevinrent normaux. Mais quelque chose avait changé, subtilement, dans le cœur de chacun. Cette nuit-là, alors que Yaya berçait sa fille endormie, elle fredonna la mélodie que sa mère lui chantait autrefois, une chanson sans paroles, vieille comme les océans, douce comme la pluie. Et dans les profondeurs du lac sans retour, dans les ténèbres où elle était désormais prisonnière pour l'éternité, la reine des abysses entendit cette chanson et comprit que sa défaite était complète. Car Yaya n'avait pas simplement brisé un pacte. Elle avait prouvé que l'amour était plus fort que la destinée, que le choix était plus puissant que la fatalité, et que même ceux qui naissent monstres peuvent choisir d'être humains. Le village de Kosodo existe toujours aujourd'hui. Si vous y allez, vous verrez un puits ancien, entouré de kauris et de perles. Les anciens vous diront qu'il ne faut jamais y jeter de miroirs. Car les miroirs se souviennent. Et certaines vérités, une fois vues, ne peuvent jamais être oubliées. Mais ils vous diront aussi ceci, transmis de génération en génération comme la plus précieuse des sagesses. Si un jour tu regardes ton reflet et n'y vois pas ce que tu attendais, ne cours pas. Ne crie pas, regarde plus profondément. Car ce que tu vois n'est peut-être pas un monstre, mais simplement une partie de toi que tu n'avais jamais eu le courage d'accepter. Et dans cette acceptation se trouve la plus grande des libertés. Les griots racontent encore l'histoire de Yaya lors des grandes veillées. Les enfants écoutent, fascinés, terrifiés, émerveillés. Et quand ils rentrent chez eux et se regardent dans le miroir avant de dormir, certains voient quelque chose de différent dans leurs yeux. Une lueur argentée. Une promesse. Une possibilité. Car nous sommes tous, d'une certaine façon, les enfants de Yaya. Pris entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être. Entre l'humain et le divin. Entre la terre ferme et les eaux profondes. Et dans ce choix quotidien de qui nous voulons devenir se trouve notre véritable nature. Pas celle que les autres voient dans le miroir. Mais celle que nous choisissons d'y placer. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous et laissez de commentaires pour en avoir de meilleures.